Cette émission vous est présentée par le café L'Entretemps. Pour des repas frais, des desserts gourmands et des cafés spécialisés, sur place ou pour emporter, L'Entretemps. 466 rue de l'Hôtel de Ville à Farnham. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Nous sommes mardi le 6 décembre. Bienvenue à Du coq à l'âne. Bienvenue, ma chère co-animatrice Amélie Paul. Merci et bienvenue et bon après-midi à toi, Sly, et à tout le monde à l'écoute. Oui, merci d'être là. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Ève-Marie Roy. Ça va être une belle découverte pour moi puisque je ne la connaissais pas. Je ne la connais toujours pas, donc ça va être notre première rencontre. Ben, tu vas voir, tu vas vraiment l'aimer. Elle est très attachante. Les gens qui sont dans le mouvement depuis le début la connaissent. Elle a participé à plusieurs manifs. Participait non seulement à l'organisation, souvent avec Mel Goyer aussi, mais elle était toujours dans l'animation, elle jouait des tambours, elle a une merveilleuse voix. C'est une chanteuse, hein? Oui, une chanteuse, enchanteresse, je dirais, quand elle chante, là, c'est comme si le temps s'arrête, sa voix, elle est exceptionnelle. Wow. Si cette femme-là n'est pas connue, je pense que c'est peut-être parce qu'elle n'avait pas... une bonne équipe, ouais, c'est ça. mais je crois que c'est pas nécessairement ça son but non plus. Là. Elle a un message à passer, d'éveil de conscience, puis la musique, c'est un outil pour y arriver en quelque sorte. Là. Je crois pas qu'elle aspirait à avoir nécessairement une grande carrière, mais on va quand même parler de sa musique, de son nouvel album, puis de ce qu'elle enseigne, le pouvoir du chant, puis tous les sujets qui la passionnent. C'est une femme passionnée, intéressante, articulée, très intelligente, belle. Franchement, elle a toutes les qualités. Bon Dieu, ben j'ai hâte de la rencontrer. Puis on va écouter aussi quelques-unes de ses chansons pour mettre les gens en appétit. Alors, ça va être une belle rencontre. J'ai bien hâte de la découvrir. As-tu un gazouillis du jour pour nous? Je suis toujours impatient d'entendre tes gazouillis. Ça me fait vraiment rire. Oui. Ben écoute, j'ai subi un traumatisme avec un gazouillis, une nouvelle de TVA Nouvelles qui ont toujours des articles plus farfelus les uns que les autres. Ils se disent un média sérieux, mais on dirait que c'est comme une comédie burlesque. Les médias, je trouve, qu'ils sont devenus comme une pièce de théâtre burlesque. On dirait qu'ils veulent voir jusqu'où l'imbécilité peut aller. Je sais pas à quoi ils jouent. En tout cas, là, il y avait un article, ça a beaucoup circulé sur Twitter, qui dit « La peau est un organe vivant qui se renouvelle. Elle s'auto-nettoie, en quelque sorte. » Puis là, ça dit « Éviter la douche quotidienne, une solution pour aider le climat. » Alors évidemment, dans cette espèce de psychose, de crise climatique et de crise énergétique, là, il faudrait arrêter de se laver. Dans ce cas-ci, ça pourrait être une bonne idée, Sly, parce que peut-être que ça encouragerait les gens à porter leur masque, parce que les gens vont tellement puer qu'on ne voudrait plus rien sentir. Alors moi, j'ai retweeté ce merveilleux post de TVA Nouvelles, pour moi qui est comme une comédie, mais qu'eux se prennent vraiment au sérieux. Alors, en disant, eux, ils disent la peau est un organe vivant qui se renouvelle, elle s'auto-nettoie en quelque sorte. Donc, ils parlent du système tégumentaire. Donc, la peau fait partie, le système tégumentaire fait partie d'un des 11 systèmes du corps humain. Et effectivement, les systèmes fonctionnent par eux-mêmes, connectés à l'intelligence artificielle de la nature. Donc, oui, ils ont un point, ça s'auto-nettoie et tout ça. Bon, quand on mange bien, quand on est en harmonie, c'est vrai que le corps n'est pas supposé de dégager de mauvaises odeurs. C'est vraiment notre rythme de vie dénaturé qui fait ça, mais bien pour les amener dans leur propre délire, si on veut. Alors moi, j'ai dit, je vais parler du système immunitaire. Eux parlent du système tégumentaire. Moi, je vais y aller avec le système immunitaire. Vas-y donc. Alors, le système immunitaire, entre parenthèses, système lymphatique, est un des 11 systèmes du corps humain qui assure la défense du corps contre les infections causées par les bactéries et les virus et autres envahisseurs étrangers. Il s'auto-protège, en quelque sorte, pour les paraphraser. Il s'auto-protège, en quelque sorte, par lui-même, sans vaccin. Donc, c'était ma petite vanne à TVA Nouvelles que je salue.
eux qui font des informations éhontées et qui refusent d'interviewer les 10 complotistes pour avoir leur côté de la médaille. Et qui Ils sont pas en train de se faire prendre à leur propre piège. À un moment donné, là, les gens sont pas si stupides. Ben, c'est encore drôle. Hier, tu sais, je sais que t'aimes pas ça quand je réponds à du monde par rapport là, qui m'envoie des vannes sur Twitter, mais je sais pas quel caillot au cerveau m'a passé hier, mais je suis rentrée dans un genre de débat avec 2 personnes qui m'ont lancé des vannes. Et d'habitude, je réponds pas. Si c'est très méchant, je bloque. Mais là, c'était comme pas tant méchant. Je voyais qu'il y avait peut-être un potentiel d'ouverture. J'ai dit, coudonc, je vais leur répondre. Tu sais, qui sait si je peux mettre une espèce de planter une graine de conscience. Et puis, tu vois, puis j'ai répondu très gentiment, très dans la compréhension, la nuance, tu sais, pas comme une complotiste, là. Et puis non, il n'y a rien à faire. Ces gens-là, ils restent pris dans leur dogme. Ils sont même pas incapables de penser une seconde. Ah, toi, tu penses comme ça, moi, je pense comme ça, puis c'est correct, c'est pas grave qu'on pense pas pareil. Non. C'est impossible. Donc, il y a beaucoup de monde encore pris dans ces dogmes-là jusqu'à la fin des temps. Je pense que c'est leur mort qui va les sauver de cet endoctrinement et rien d'autre, tu sais. Mais je te l'avais dit, tu crois que les gens changent. Mais il y en a, gars, comme notre chère Valérie, propriétaire du café mon Dieu, c'est quoi dans le nom? J'ai un blanc. L'Entretemps. Oui, L'Entretemps, j'avais une bulle au cerveau. Tu t'as vu qu'elle avait une super ouverture à tout ce qu'on a dit pendant notre party. Oui, mais je suis d'accord et je suis vraiment. Il y en a des gens qui sont prêts à entendre des nouvelles vérités puis à sortir des dogmes. Ceux qui veulent me vanner. Oui, est-ce que ça existe ce mot-là? Mais ceux qui veulent te niaiser, c'est pas des gens éveillés là. C'est juste que toi, t'écoutes pas. J'écoute pas qui? Ton gérant, quand il dit de ne pas perdre ton temps. Des fois, c'est comme une pulsion plus fort que moi, tu sais, quand ça pousse trop. Vanner, écoute, accablé de fatigue. Donc, non, cette course à pied m'a vanné. Ça veut dire se fatiguer. Puis l'autre définition, tu te fatigues à leur répondre. Je me vanne à leur répondre à des vannes. Arrête de te vanner. Bon Dieu, on en apprend tous les jours. Hein? De façon à les nettoyer en les séparant de la paille, des poussières, des déchets. Non, c'est définitivement pas ça. Alors, je te confirme que vanner, ce n'est pas un mot. Important qu'on sorte de l'ignorance. C'est un mot, mais pas approprié à ce qu'on parlait, mais quand même, arrête de te vanner quand même. Vanne, c'est pas, quand je dis une vanne en pleine poire, là, c'est même pas un vrai mot. En tout cas, je suis triste d'entendre ça. Ça fait partie de tes balivernes, alors arrête de dire ça. Ce soir, je m'en vais au cinéma. Mon Dieu! C'est comme un happening de nos jours, aller au cinéma. C'est la 2e fois cette année que je vais aller au cinéma. Je suis allé voir Elvis et je n'ai pas regretté du tout. C'était vraiment ça doit être mon film de l'année. C'est le seul que j'ai vu. C'est ça. J'ai vraiment adoré Elvis. Ce soir, je vais aller voir 23 décembre. C'est le film de Noël. Je trouve qu'il n'y a pas assez de films de Noël au Québec. Puis là, il y en a un. Puis j'ai le goût d'aller m'imprégner de une chance, magie des fêtes. Ils ont des subventions parce que sinon, ils réussiraient jamais à rentrer dans leur argent. Les films québécois, même quand c'est des méga succès, ils peuvent pas. Admettons un film québécois qui a genre 3-4 millions de budget. Là, je sais pas comment ils peuvent avoir besoin, mais pour faire de quoi de qualité, ça prend un certain budget. C'est à peine s'ils peuvent aller chercher ça dans les rentrées au box-office. Donc, ça survit grâce aux subventions, les films québécois. Là. C'est certain. Mais en tout cas, moi, je souligne le travail d'une amie à moi qui est India Desjardins et je voulais justement encourager cette belle initiative-là. Mais India Desjardins, ça fait peut-être 25 ans que je la connais puis qu'elle est partie de journaliste au magazine Cool à interviewer mes artistes à une espèce de J.K. Rowling. Moi, je l'ai appelée comme ça. J.K. Rowling du Québec. Non, mais c'est parce qu'elle a eu un succès phénoménal avec Aurélie Laflamme. Puis là, je ne vais pas faire de comparaison avec Harry Potter, mais c'est quand même un personnage québécois qu'elle a monté de toutes pièces. Puis elle a quand même fait 8 volumes
Ça a été traduit en d'autres langues, ça? Je ne sais pas, c'est une bonne question, mais peut-être que oui. C'est possible, oui, peut-être. Mais en tout cas, elle a vendu 1 million de livres. Quand même, au Québec, il faut le faire. Là. Ben, exactement. Mais c'est sûr que ça a été vendu à l'international pour 1 million. Là. Ça m'étonnerait qu'une personne sur 8 au Québec ait acheté ça. Donc, ça doit avoir voyagé dans la francophonie mondiale, là, c'est sûr. Sûrement. En tout cas, je me renseignerai. On se parle de temps en temps, mais là, elle est dans son blitz de Noël pour ce film-là, 23 décembre, que je vais aller voir ce soir. Alors, je vais aller voir s'il y a du wokisme dans C'est sûr que pour avoir sa subvention, elle devait être obligée de plugger une couple de petits concepts woke. Là. C'est sûr qu'il y a un ami gay ou noir ou il y a quelque chose là ou quelqu'un, un trans peut-être. Je t'en reparlerai. Mais moi, j'aime ça, les amis gays Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment donné. C'est juste qu'à un moment donné, que dans tous les films, le meilleur ami il est gay, ça commence à être redondant, là, tu sais. Tu sais, le dernier film de Noël que j'ai vu du Québec, puis je le regarde à tous les ans tellement il n'y en a pas assez, puis j'aime ça quand même, encourager nos talents, c'est Nez rouge. As-tu déjà vu ça? Avec Patrick? Ben oui, j'ai vu ça. C'est quand même bon, ça? Oui, Patrick Huard, oui, bien. Bien sûr. Oui, bien sûr. Genre le type qu'on a vraiment envie de soutenir en ce moment. Mais c'est drôle, hein? Moi, là, ça fait des millénaires que je peux aller au cinéma parce que mon chum, c'est pas un fan d'aller au cinéma. Lui, c'est plus genre, on s'achète un film à la maison puis on le regarde tranquillement. Mais j'aime bien ça. Ça fait vraiment longtemps que je peux aller. La dernière fois, j'étais allée voir un film québécois là, avec Louis Morissette. J'ai dit en anglais. C'est Louis Morissette. Tu veux l'internationaliser? Mais je suis pas allée depuis la pandémie. Je suis jamais allée. C'est drôle. Hein? Puis là, je me disais... C'est comme interdit, là. oui, mais tu sais, à un moment donné, on pouvait y aller avec un masque ou bon. Ah oui, tellement agréable. Oui, c'est ça. Mais même depuis qu'on peut y aller sans baliverne, mais je me suggérais fort probablement d'aller voir Avatar bientôt. Là, je vais passer par-dessus mes principes anti-woke. On a manqué d'aller voir Elvis ensemble. Si t'habitais pas aussi loin, on serait allé. C'est un film à voir, je pense, avec son artiste en tant que gérant. J'aurais bien aimé ça. D'ailleurs, je t'attends toujours. On était supposé se faire une soirée Elvis. On était supposé faire bien des soirées aussi. Oui, mais moi, j'ai acheté le DVD puis je t'attends vu que c'est plus disponible au cinéma. Mais bref, je vous reparlerai de ce film-là d'India Desjardins 23 décembre. Demain. Demain, oui. Je vous en reparlerai demain. Tu feras une critique. Tu nous diras, alors tiens les éléments woke. Là. Oui. Et s'il y a peut-être quelqu'un avec les cheveux bleus ou tu t'en vas à la banque, la fille a des tatous puis des cheveux mauves, ça compte pour woke. C'est avec Guylaine Tremblay. Moi, j'aime beaucoup Guylaine Tremblay. Oui, moi aussi. Je la connais parce que j'ai longtemps, pendant 7 ans, moi, j'ai tourné régulièrement, pratiquement à chaque semaine sur Unité 9. Alors, oui, c'est vrai. Ben oui. Donc, tu l'as côtoyé? Oui, absolument. Et c'est cela. Je dis ça parce que je viens de voir que notre invité est arrivé. Oui, alors on va accélérer pour recevoir notre invité Eve-Marie aujourd'hui. Amélie, pour se mettre justement dans l'ambiance, je voulais te parler de Nostradamus, mais on va y revenir après notre entrevue. Alors, restez avec nous parce que Nostradamus nous prédit une année 2023 des plus... j'allais dire explosive, mais je veux pas être un prophète de malheur. Non, mais il y a des révélations assez incroyables et on s'entend que qu'est-ce qui fait que tu sais que c'était en 2023? Parce que, je sais pas, là, on parle de ça. En fait, il est prophétique, il est assez précis sur les années, donc... C'est toujours un peu métaphorique, ces affaires. Oui, il faut décortiquer, mais on va décortiquer ça ensemble après l'entrevue. Pour l'instant, on va y aller en musique et je pense que ça va mettre les gens dans le beat de notre entrevue avec Eve-Marie parce que j'ai choisi une artiste qui m'inspire... la mer, une sirène. Vous vous rappelez de Sarah Brightman? Oui. J'adore la voix de Sarah Brightman qui est très réconfortante et c'est le premier extrait d'un album que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Captain Nemo. Connais-tu le Captain Nemo? Captain Nemo. Ouais, ça c'est la chanson, mais ce personnage-là... Ah non, le personnage, je sais pas c'est qui.
Eh bien, c'est comme un homme qui s'apparente au prince Dakar, le fils hindou d'un raja indien qui se consacre à la recherche scientifique. En fait, lui, il développe un genre de sous-marin électrique avancé, le Nautilus en l'occurrence, et il combat l'injustice et en particulier l'esclavage. Alors, c'est l'histoire un peu du Captain Nemo et puis on va se laisser bercer par cette belle chanson-là de Sarah Brightman et on revient avec notre invitée d'aujourd'hui, Ève-Marie Roy à Du coq à l'âne. J'ai toujours aimé cette belle chanson de Sarah Brightman, Captain Nemo, et c'était pour faire un lien avec notre invitée du jour qui est Ève-Marie Roy. Elle est chanteuse, enseignante du pouvoir du chant. Alors ça, c'est très particulier et ça m'interpelle beaucoup parce que effectivement, la musique, le chant, a beaucoup de pouvoir, entre autres de guérison. Et je ne sais pas si on va parler de ça avec elle. Ah, absolument. Mais bon, alors je suis enchantée. Bonjour Ève-Marie Roy, comment vas-tu? Ça va bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Merci de m'avoir invitée. Ah, moi aussi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu et qu'on ne s'est pas parlé. Mais au moins 1 an et demi, je dirais. Oui, vous vous connaissez bien. Ben oui, depuis le début de la pandémie que les deux, on va dans les manifs, puis on se côtoie. Puis dans les moments les plus difficiles que j'ai vécu, t'as été là, puis tu m'as soutenu. Fait que j'ai beaucoup de gratitude envers toi pour ça. Et fait que je suis bien contente de t'avoir. Ben moi aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Amélie, parce que tu t'es relevée de quelque chose de vraiment, vraiment gros à travers ce qui s'est passé dans les médias. Moi, ça m'a énormément ébranlée, puis je veux juste rendre honneur à ta résilience, puis à la voix que tu portes à contre-courant, c'est vraiment admirable. Bravo, grande sorcière. C'est un exemple pour plein de sorcières. Bravo. Oui, parce qu'on le sait bien, toi et moi, qu'on a été brûlés sur le bûcher dans une autre vie. Allô? Tu m'avais déjà dit ça, Ève-Marie. J'avais dit, je pense que j'ai déjà été brûlée sur le bûcher dans une autre vie. Là, tu m'avais dit, allô? Mais d'ailleurs, je t'ai écrit une chanson, puis un coup qu'elle va être enregistrée, je vais te l'envoyer, parce que je l'ai écrit à ce moment-là, quand tu as été descendu, là, quand Bernard est mort et qu'on faisait la marche, en tout cas. Mais je t'ai écrit une chanson, puis j'attends qu'elle soit bien enregistrée, mais c'est sûr que je vais te l'envoyer parce que c'est une chanson là-dessus. Wow, c'est la première fois qu'on m'écrit une chanson. Je suis vraiment touchée. C'est un honneur. Ben oui. Mais c'est inspiré par toi. Amélie. Hey, que de belle hiverne. Franchement, on s'emporte dans tous les sens. On fait-tu une entrevue, Sly? On fait une entrevue, mais je vais te laisser commencer à me faire découvrir Ève-Marie. Oui. Et comme Sarah Brightman, je plongerai. Parfait. Ben moi, la première question, parce que quand t'es arrivé pendant la toune, j'ai dit j'ai tellement de questions à te poser, mais je veux pas. Je vais les poser pendant l'entrevue officielle. Donc là. Bonne idée. Là, t'es à, je sais même pas comment on dit ça, Mazunte, au Mexique. Ouais, sur le bord de la mer. Ah, ben tu fais très pitié. On a le même teint, toi et moi. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mais là, ce que je voulais savoir, c'est quand t'es parti exactement. Ça fait un petit moment, puis pourquoi? Ben, je peux comprendre un peu pourquoi, oui. Là. Mais ben, tu sais, moi, je suis partie quand ils ont juste avant qu'ils imposent le vaccin obligatoire là, pour voyager. Moi, je suis une voyageuse. Tu sais, ma passion, c'est les anciens sites sacrés, les anciennes cultures. Fait que quand ils ont annoncé ça, moi, j'étais détruite, là. On dirait, tu sais, je me suis quand même impliquée au front avec vous autres pendant un bout de temps, puis ça m'a tellement fait remonter toutes mes mémoires de sorcière sur le bûcher. Puis c'est comme, tu sais, de vouloir... Moi, ça fait longtemps que je sais que ça s'en vient, ça. J'ai eu les visions de ça, là, tu sais, l'intelligence artificielle, l'insémination d'intelligence artificielle à travers les vaccins. Il y a 10 ans, j'ai eu des visions de ça. Fait que là, quand ça s'est passé, ma mère étant morte d'une injection expérimentale quand j'avais 16 ans, j'ai eu un gros wake-up call à ce moment-là. Puis j'ai vu plein d'affaires. Ouais. Donc, oui, je complétais. J'imagine que ça nous réveille à ce moment-là. C'est quelque chose. Solidement. Fait que quand tout ça s'est commencé, j'avais comme un volcan à l'intérieur de moi. J'étais comme, je peux pas fermer ma gueule. En plus, je l'ai vu. J'ai vu que ça s'en venait il y a 10 ans. Fait que j'étais comme, faut que je me lève puis que je parle. Puis ça a été une année vraiment intense. Puis après que j'ai arrêté, en fait, quand
la manif du 5 juin qu'on avait organisée, parce que pour moi, c'était comme too much, là. Puis je suis une hypersensible, fait que je sens plein d'affaires aussi, tu sais. Fait que là... Mais c'était dans le gros du buzz, là, par rapport à la mort de Bernard, tout ça, ça a été difficile, ouais. Ah oui, vraiment. Fait que moi, après ça, j'ai décroché complètement. J'étais allée faire les festivals. Tu sais, j'étais engagée par plusieurs festivals. Puis à l'automne, je voyais ça venir. Puis j'étais comme, je peux pas rester au Québec, je vais crever. Genre, ma liberté va mourir. Fait que je suis venue ici et j'ai rené, mais complètement, là. C'est comme... Moi, je suis en amour avec Mazunte. Puis il y a un ancien site sacré ici qui est vraiment puissant, là. Fait qu'on habite comme sur cette espèce de méga vortex d'énergie qui est très ancien. Puis ça attire toutes sortes de gens dans la guérison, dans la musique. Puis moi, ma musique ici, j'ai rencontré des musiciens incroyables. Fait que j'ai fait de la musique tout l'hiver. J'ai donné des ateliers. Puis là, je reviens. Puis c'est encore plus hype que l'année passée. On dirait que tu parles du paradis, genre comme cet endroit-là, Mazunte attire plein de gens dans l'éveil, dans l'évolution de la conscience. Complètement. Oui, puis de partout dans le monde, tu sais, je me suis ramassée à faire des voyages sonores. On avait des voyages sonores 2 fois par semaine, souvent salle comble avec un santour, une harpe indienne, une harpe turque, un violon, des tambours. Puis là, les gens ont créé un voyage vraiment puissant pendant 3 heures de temps avec plein de chandelles. Les gens, ils partent. Puis, en tout cas, là, tout a débloqué pour moi ici. Fait que, non, moi, je suis vraiment là. Ici, c'est un endroit que je chéris de tout mon cœur. Je suis vraiment à la maison. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Je le sais pas, mais je trouve ça très drôle parce que il y a plusieurs de mes amis qui ont quitté pour le Mexique, justement. Alors, je me dis, ben, écoutons, il y a peut-être quelque chose qui se passe de ce côté-là. Puis, si tu me dis que tu habites sur un lieu très sacré, ben, ça explique justement l'attirance que les gens ont d'aller vers ça. On a besoin de guérison, surtout intérieure, parce que ça part de là, hein, ça part de l'intérieur, ça se manifeste après ça. Physiquement, mais si on guérit pas l'intérieur, c'est sans fin. Là, on va toujours avoir des problèmes, puis ça s'embarque un par-dessus les autres, puis on finit par en mourir. Donc, c'est important de se guérir intérieurement. Et je pense que la musique, entre autres, le chant, c'est assez puissant pour amorcer cette guérison-là intérieure. Et si vous le voulez bien, Amélie et Ève-Marie, quoi de mieux que de l'expérimenter pour s'en imprégner? Et je pense que un bon exemple, ce serait ta chanson « Shaina », qui fait tellement de bien. Dès les premières notes, là, moi, je me suis senti apaisé quand tu m'as envoyé les chansons par courriel pour les faire jouer à l'émission. Alors, j'aimerais la partager tout de suite à nos auditeurs. Et on revient justement en parlant du pouvoir que la musique et le chant ont sur les gens. Alors, voici Shaina à l'émission du Coq à l'âme avec Ève-Marie Roy, notre invitée aujourd'hui à Radio Unicité. Je suis certain que nos auditeurs ont ressenti quelque chose en écoutant cette chanson-là et j'aimerais le savoir. Écrivez-nous sur notre page Facebook à Radio Unicité. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle voix, oui, réconfortante. Shaina, c'est le titre de cette merveilleuse chanson-là. Ève-Marie Roy, pourquoi cette chanson-là? Explique-nous. C'est fort en énergie. Comment c'est venu? Ben en fait, moi j'ai comme tout un parcours avec le chant. Là. Je dirais que le chant a sauvé ma vie. Quand ma mère est morte, je me suis retrouvée dans la rue. J'ai pas eu beaucoup de support de ma famille. Puis j'ai décidé d'aller vivre dans la forêt. Fait que, ça, c'est fou. Je voulais que tu en parles justement. Ouais. Tu as un parcours tellement unique, c'est débile. Oui. Fait que j'ai tout donné, tout. Puis je suis allée vivre j'ai commencé par squatter une région abandonnée du parc du Mont-Offord avec un lac sauvage. Puis mon but, c'est vraiment parce que j'étais assise sur les bancs d'école. Je vais revenir à ta question, le slide, c'est tout relié. J'étais assise sur les bancs d'école, puis je regardais les arbres au loin, puis je me disais, ça fait 13 ans que je suis conditionnée dans mon mental. Tu sais, que le seul apprentissage que j'ai, il passe à travers ma tête, puis le monde linéaire. Puis il y a tout un monde multidimensionnel qui vit là, qui est rempli de vie, puis il n'y a jamais personne qui m'a expliqué pourquoi, comment est-ce que ça se créait, ce monde-là. Puis fait que j'ai tout laissé, je suis allée vivre dans le bois.
Puis j'ai vécu comme une ermite comme ça. J'étais allée vivre dans des grottes à Hawaï après parce que je me rendais compte. Je voulais être loin de la technologie pour me recentrer sur l'essentiel puis connecter à la nature invisible. Mais attends, Eve-Marie, t'avais pas 13 ans, là. Ta mère est décédée quand t'avais quel âge? J'avais 16 ans, fait que rendu ça, j'avais 18 ans. OK. Mais quand même, on s'entend-tu qu'à 18 ans, partir vivre dans les grottes, c'est pas tout le monde qui fait ça, là? Non. Mais à Hawaï, j'ai vraiment pu, en tout cas, là, je fais manger à ma faim parce qu'au Québec, là, manger de l'asclépiade, puis, tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi, là. Fait qu'à Hawaï, je fais prendre soin de moi, je fais manger à ma faim, puis complètement m'immerger dans les présences de la nature, puis aller explorer les dimensions invisibles de la nature, puis comprendre qu'est-ce qui génère la nature, puis d'aller au cœur de la nature. Puis c'est là que je me suis mis à entendre le son. Dans le silence, il y a un son. Puis que j'ai compris à travers mon expérience que toute la matière qui nous entoure, c'est comme du son cristallisé. Puis c'est comme il y a des chants, c'est comme des chants super puissants. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. J'ai grandi en écoutant du Lassa de Sela, U2. Tu sais, mes parents tripaient sur la musique. Fait que j'ai été très exposée. Mais quand je suis allée dans la nature, là, il y a vraiment d'autres formes de chants qui sont entrées. Mais avec la voix que tu as là, tu devais avoir quelque chose à la base, ça se peut pas, là. T'as une voix incroyable. Merci, mais j'ai vraiment commencé. Mais c'est la nature qui m'a amenée là parce que je me disais, si elle est aussi grandiose puis aussi belle, comment est-ce que je peux lui rendre honneur avec ma voix? Wow. Puis là, j'ai vécu tout un cheminement où je me suis rendu compte que la nature répond au son. Je me suis mis à voir les esprits de la nature. Quand je chantais, les présences de la nature me répondaient. Ce que j'ai découvert dans cet ermitage-là, c'est que autant que nous, on crée des choses, tu sais, des ordinateurs, des autos, ben il y a une intelligence vraiment puissante qui nous génère, puis qui génère la nature, puis qu'elle est sensible, puis qu'on est vraiment connecté à ça, puis que le son, c'est une façon de co-créer avec la nature, avec la matière. On est fait de sons cristallisés, tu sais. Fait que là, j'ai développé une relation vraiment particulière avec ces intelligences-là. Puis éventuellement, il a fallu que je revienne dans la civilisation. Puis là, j'ai fait face à tous les traumas que j'avais laissés derrière. Puis là, j'avais besoin de chanter mes traumas. J'avais besoin de rentrer en moi. Fait que là, j'ai commencé à écrire des chansons. J'étais allée à l'école de la chanson. Puis là, j'ai découvert la puissance de l'écriture de la chanson pour se guérir. Puis que tous nos traumas contiennent des mélodies qui sont notre identité refoulée, ce qu'on n'a pas été capable de garder. Fait que pour moi, le chant, ça a été une thérapie super puissante de me connecter à la nature, à la guérison de mes traumas. Puis éventuellement, j'ai eu mon fils. Puis là, je ne fais plus composer toute la nuit, tu sais. Fait que là, je suis allée à Bali. Puis j'ai vécu une initiation avec une grande chamane, une chanteuse incroyable qui s'appelle Dea Dova, qui chante avec les ancêtres. Puis je me suis rendu compte que j'avais ce don-là aussi, de me connecter au chant des ancêtres un peu partout. Puis Shaina, c'est ça, en fait. J'ai comme une capacité d'entendre le chant des ancêtres. Fait que quand je vais dans la forêt, ou n'importe où, mais il y a des lieux particuliers, comme la forêt où j'habite en Estrie, dans la Bronx-Missisquoi, j'entends, il y a des gardiens dans la forêt. Nos forêts sont très habitées, là, si on sort de la 3D un petit peu puis qu'on prend de l'expansion. Puis Shaina, c'est des chants que ces ancêtres-là chantent encore. C'est l'écho de ces chants-là. Fait que tous les chants que je fais au tambour ou avec d'autres instruments, c'est vraiment en écoute. C'est comme le chant des ancêtres, puis je suis persuadée que chacun de nous, on est comme nos âmes, c'est comme des encyclopédies de ces savoirs ancestrales-là, et que le chant nous les réenseigne. Parce que le chant nous sort de notre mental conditionné. Fait que voilà. Longue histoire courte. Non, mais c'est tellement fascinant. Oui, c'est absolument fascinant. Puis je me dis, tu sais, quand on sort un peu de la 3D, puis bon, moi, je comprends que toi, tu as accès à tout ce monde-là parce que tu as vécu quelque chose d'unique en ermitage, complètement déconnecté de la civilisation, mais y a-t-il une façon d'accéder à ça dans le monde normal? Je veux dire, nous, on n'a pas accès à ça, là, ce que tu nous décris là. On n'a pas ton vécu, ton expérience. C'est unique. Il y a peu de monde qui ont vécu ça. Oui, ça, c'est sûr. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, je donne des ateliers, là, puis des retraites toute l'année. Chant des ancêtres, guérison, alchimie émotionnelle par le chant. Puis ce que je découvre vraiment, il y a plein de monde qui viennent à mes ateliers, puis c'est en eux, c'est en chacun de nous. Puis ça nous révèle
tellement de choses au-delà des conditionnements. Tu sais, on a comme été conditionnés par des programmes éducatifs via la cabale qui nous ont rendus très 3D, là, focus 3D. Mais avec l'expansion de conscience qu'on est en train de vivre, il y a plein de gens qui s'éveillent. Puis c'est fou, là, tu sais. Toutes les femmes puis les hommes qui viennent à mes ateliers, on travaille beaucoup être vus dans un cercle, tu sais, to be witness. Puis là, il y a énormément de trucs qui craquent. Puis tous ces vieux traumas-là d'avoir été sur les bûchers. Et moi, là, quand j'ai commencé à chanter, là, puis à être vue dans mon chant, là, je les ai toutes revécues, là. La sorcière qui se fait brûler, l'interdiction d'être sensible, le catholicisme a fucké complètement notre notion du pouvoir du chant. Puis c'est en chacun de nous, tu sais. Puis quand on va à la rencontre de nos traumas, puis qu'on craque le chant intuitif, puis cette voix ancestrale qui est dans notre âme, se ferait un chemin pour nous enseigner qui on est à d'autres niveaux. C'est quoi qui a fait que tu es revenue dans la civilisation normale? J'étais un petit peu décollée. Ben justement, tu étais décollée, donc pourquoi que tu as voulu revenir dans ce monde de fou-là? Non, mais tu sais, genre décollée / pas fonctionnel, là. Ben moi, je comprends pas comment tu pouvais... Tu sais, tu dormais à terre? C'est quoi? Tu t'es fait un petit... Oh, oui. Puis toi, ta journée, c'était comme la contemplation puis de manger des fruits? Oui. Me baigner, connecter avec les esprits. Déflayer à peu près, toi, là, tu sais, t'étais comme en retraite perpétuelle. Parce que juste une retraite, mettons, 10 jours, tu flyes dans d'autres galaxies. Fait qu'imagine quand c'est ta vie normale. Oui, non, j'étais allée bien loin, là. Il était temps que je revienne. Puis quand je suis revenue, c'était plutôt rough, hein. C'était pas pareil top, mais il fallait que je revienne, il fallait que je fasse face à tout ce que j'avais laissé derrière, tu sais, tous les traumas, toute ma guérison émotionnelle, c'était tellement fucking big, là, que j'ai passé des années à faire ça. Puis aujourd'hui, ben j'aide les gens là-dedans parce que je pense que, tu sais, la spiritualité de nos jours, c'est pas d'aller s'asseoir dans une grotte, là, puis de faire des là, mais je l'ai faite. Sorry, je l'ai faite. Tu l'as fait, donc tu peux nous dire que c'est pas ça. On est à ça. Non, mais c'est ça, mais on n'est pas obligé de faire ça, là. Tu l'as fait pour nous. OK, merci. Moi, je pense vraiment que la spiritualité, c'est guérir le principe féminin. Tu sais, notre principe féminin, c'est toute notre sensibilité, puis elle a été tellement attaquée. Tu sais, j'ai étudié, après avoir étudié la musique, puis tout ça, j'ai vraiment plongé dans l'histoire occultée. Ça, c'est quelque chose qui me passionne complètement. Mm-hmm. Puis, avec ce qui s'est passé avec notre chère Frodémie, hein, la belle Frodémie qu'on s'est fait manger en pleine gueule. C'était gros comme le bras, mais bon, il y en a qui ont quand même mordu à l'hameçon. Oui, mais ça fait peur, l'autorité intérieure, là, tu sais, quand tu sors du catholicisme. Mais ce que j'ai découvert, c'est que, tu sais, en étudiant, fait que j'ai passé beaucoup de temps dans le sud de la France avant la Frodémie à étudier l'histoire de Marie-Madeleine, l'exil des Esséniens, puis étudier plusieurs génocides. Quand je suis sortie du bois là, à 26 ans, j'étais allée aux îles de la Madeleine, puis j'ai écrit un livre sur les plantes sauvages médicinales. Puis là, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, j'ai eu plein de visions des femmes sur le bûcher. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est vrai cette affaire-là, je l'ai entendu parler. Fait que là, j'étais allée étudier l'Inquisition. Puis là, je suis fucking tombée en bas de ma chaise. J'étais comme, comment ça fait qu'on n'enseigne pas ça à l'école, tu sais? Parce que c'est le tournant le plus déterminant au niveau spirituel qu'on a vécu en tant au niveau identitaire chez les Blancs, tu sais? Parce que pendant une période de temps, on a tué l'indigène blanc, on a tué l'identité de l'indigène blanc, puis on a balayé ça de l'histoire. Fait qu'on nous enseigne une version de l'histoire qui est complètement javelisée, lobotomisante. On nous parle des guerres, des conquêtes, des gens de trous de cul qui ont fait des ravages. Fait que j'ai étudié l'Inquisition, puis là, je me suis dit, OK, notre spiritualité indigène, le druidisme, notre capacité d'avoir des modèles blancs qui ont un dialogue profond avec la métaphysique puis la cosmologie, ça a été javelisé. Ça n'existe pas. Mais c'est en nous, c'est dans nos cellules, on est les descendants de ces peuples-là. Puis parce que c'est occulté, c'est dans notre subconscient. Mais ça, c'est un génocide. Mais après ça, j'ai étudié l'histoire de Marie-Madeleine, de Yeshua, de Jésus. Là, tu sais, je suis allée aux sources de qu'est-ce qu'il y avait avant le catholicisme, le christianisme mystique. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait eu un esti de gros génocide là aussi. Il y a eu le génocide des Cathares, il y a eu la disparition des Templiers, il y a eu les génocides esséniens.
Puis là, après ça, j'ai regardé les génocides amérindiens. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je me suis mis à étudier, puis je me suis dit, mais il y a une organisation sur la Terre là, qui génère des génocides depuis 2000 ans. Puis ça crée ça avale l'âme du monde. Puis cette âme du monde-là, c'est notre part féminine. Puis je pense que la spiritualité aujourd'hui, c'est la guérison émotionnelle. C'est d'aller à la rencontre de ce qui est fragmenté, puis c'est retrouver notre connexion avec la mère. Pourquoi est-ce que Dieu, la mère, n'est pas dans la Bible? Yo, tu niaises-tu, là? Effectivement. Quand tu vas dans l'histoire, quand j'ai découvert les évangiles esséniens, qui sont comme beaucoup plus près des vrais enseignements, ben là, tu te rends compte que, tu sais, Jésus, il parlait autant de Dieu la mère que de Dieu le Père. Fait que moi, ça m'a amené à Marie-Madeleine. Puis là, j'ai étudié, qui est devenue une pute dans la Bible, mais qui était finalement l'égale de Jésus. Puis ça fait pas longtemps qu'elle n'est plus une pute, là. Tu sais, que soudainement, ils ont changé la Bible. Puis là, c'est plus une pute, Marie-Madeleine, là, tu sais. Non, c'est plus une pute. Mais oui. c'est pas surprenant pourquoi ils l'ont étiquetée de pute toutes ces années-là, tu sais. Ben non, parce que elle, ce qu'elle enseignait, c'est ça que j'ai découvert à travers mes recherches, ce qu'elle enseignait d'abord et avant tout, c'était l'alchimie émotionnelle. Puis elle, c'était un peu comme la porte-parole de la grande mère. Puis, tu sais, on parle souvent de la terre-mère et tout ça, mais la mère, en tant que qualité intérieure, c'est la deuxième moitié de la source qui nous génère. Puis cette polarité-là, pour moi, c'est l'empathie profonde. Puis c'est la capacité de se connecter à cette empathie-là, d'aller au-delà de nos blessures auxquelles on est constamment identifié, d'aller se relier à ça. Puis ça a un pouvoir de guérison énorme dans notre propre système. Puis elle, c'est ça qu'elle enseignait, tu sais, auprès de Jésus, avec lui, tu veux dire. Elle, c'était une grande initiée. Puis, pour moi, c'est pas pour rien qu'elle revient à la surface aujourd'hui, que cet archétype-là revient, parce que c'est vraiment ce travail-là qu'on est en train de faire pour retrouver notre autorité intérieure, parce que le catholicisme nous a éjectés en dehors de notre corps, puis a occulté cet archétype-là qui était la moitié des enseignements. Puis là, elle revient à travers toutes sortes de formes. Puis elle, c'est beaucoup plus grand que Marie-Madeleine. C'est juste notre capacité à retrouver notre autorité intérieure à travers la guérison émotionnelle, puis la capacité de se relier à une force empathique vraiment profonde qui est super groundée à l'intérieur de nous-mêmes. Fait que, en tout cas, moi, je pense que la spiritualité de nos jours, c'est ça. C'est Om, Shiva. Je veux dire, j'aime l'hindouisme puis le yoga, puis c'est des outils importants. Mais il est temps qu'on se rappelle vraiment qui on est, tu sais. Puis, je pense que ça passe à travers une grande, grande capacité de compassion, puis une capacité d'aller se relier à cette ressource-là à l'intérieur de nous. Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Oh, c'est la grande question. Hein? On n'est pas mal dit ce qu'on pense. Faut se rappeler de qui on est, mais qui sommes-nous? Quelque chose de bien puissant, ça, c'est sûr. Oui, hein? Des êtres incroyables. Sommes-nous Dieu? Ou en tout cas, on a cette divinité en nous, c'est clair. On a cette capacité créative. Ah non, mais on porte ces codes-là. Je veux dire, on est là. Tu sais, quand tu penses à... Ouais, moi, j'en reviens souvent à ça, tu sais. On crée toutes sortes d'affaires concrètement dans 3D, mais ces êtres-là qui nous génèrent à l'image d'eux-mêmes, cette intelligence incroyable qui nous génère, puis on est les porteurs de ça, tu sais. Fait on est tellement puissants, on est tellement des êtres puissants, puis je pense que plus on guérit notre corps émotionnel, plus on a accès à notre multidimensionnalité. Puis en fait, c'est pas pour rien qu'ils ont génocidé toutes les traditions indigènes, autochtones, parce que ces peuples-là qui sont à l'intérieur de nous, ces capacités-là à l'intérieur de nous, sont capables d'établir un dialogue de co-création super puissant avec la vie, avec le vivant, avec les forces élémentales. Puis, on a tout intérêt à faire ce travail-là dans l'humilité. C'est parce qu'on se sous-estime beaucoup trop. Hein? On pense que la puissance est à l'extérieur, puis on donne notre puissance aux autres plutôt que de s'exercer à se connecter à nous. On a toutes les réponses en dedans de nous. Mais c'est ça aussi l'histoire occultée. Qu'on nous a enlevé cet enseignement-là, on nous a caché qu'on a tout ce pouvoir, justement, pour j'imagine, garder le contrôle, qu'on soit des petits moutons dociles facilement contrôlables.
Ben oui, vraiment. Puis tu sais, je pense que l'héritage du catholicisme, c'est vraiment ça, c'est l'autorité est à l'extérieur et on doit la craindre. Tu sais, quand tu penses juste pour nous, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'on était des Gréco-Romains avec l'histoire qu'on m'avait enseignée à l'école puis qu'on avait génocidé les Amérindiens. Mais quand j'ai écrit mon livre sur les plantes sauvages médicinales, puis je me suis mis à étudier l'intuition, je me suis dit, dude, non, là, on a vécu la même affaire que les Amérindiens, tu sais. Ouais. On a exilé notre principe féminin dans les traumas. Puis, on nous a terrifiés. T'imagines, là, 300 ans où ce que ta famille, tes gens proches qui ont une spiritualité en relation avec le vivant se font brûler vifs devant toi. Ah, c'est épouvantable. Mais écoute, on pense qu'on a beaucoup évolué aujourd'hui. Dans le temps, c'était des barbares, là, tout ça. Puis aujourd'hui, on a évolué. Non, c'est la même affaire. Non, ça, c'est la mentalité du AI. Là. On en vit encore un génocide. Là, tu parles de génocide depuis 2000 ans. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Non, mais là, c'est la culmination totale de ça. Là. Puis, tu sais, là, pour moi, c'est l'insémination dans notre biologie de l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est comme les gens ont tellement give up sur leur propre pouvoir, puis sont tellement traumatisés puis désoutillés face à leurs principes féminins qu'ils vont accepter de devenir des robots. Puis ça, c'est vraiment l'aboutissement d'un plan, d'une suite logique de longue haleine. Puis je pense que le contre-courant de ça, c'est l'autonomie émotionnelle. Puis comme vous le dites si bien, puis comme tu l'as tellement bien porté, Amélie aussi, tu sais, l'autorité intérieure. Puis ça, c'est juste en se sentant puissant face à son monde intérieur, puis en ayant l'apprivoisé qu'on peut avoir accès à ça. Puis c'est le plus grand contre-pouvoir présentement. Parce que quand on est dans notre âme puis dans notre noyau, ils peuvent pas faire grand-chose pour nous, tu sais, la guérison des peurs, tout ça. Mais surtout que toi, tu as vécu avoir rien. Donc, je veux dire, tu dois avoir transcendé tes peurs parce que nous, souvent, on a peur de tout perdre, on a peur d'être rejeté, on a peur de pas se faire aimer, on a peur d'être en dehors du troupeau, là, tu sais... Se faire juger aussi. Se faire juger. Je dis, as-tu encore des peurs, toi? Je dis, quand tu as vécu tout seul dans la nature, de même, de quoi tu peux bien avoir peur? Ben, de tout le reste, genre. Du monde humain! T'as peur des humains! Ça, c'était peurant. Ben, parce que là, toi, tu deals pas beaucoup avec des humains bizarres, pas toutes là, parce que de ce que je comprends, Amazonité, c'est quand même élevé. Là, mais il doit en avoir du monde pas trop allumé là-bas, j'imagine. Ouais, mais je vous avouerai, les amis, que quand je suis revenue au Québec, là... ça a dû être épouvantable. J'étais au point... Mais elle tire une balle de suite, au revoir. Ah non, c'était vraiment souffrant, là. Puis, mais en même temps, j'ai plein d'amis merveilleux au Québec, puis il y a du monde vraiment allumé, puis ça, là, c'est comme chapeau d'être au Québec puis de faire ce travail-là. Je vous admire complètement, mais j'étais au coin de l'intersection du Walmart, du Tim Hortons, du Dollarama, genre. Puis là, j'étais comme, OK, c'est Lobotomia Patria, là. C'est plus le Québec, là. C'est la patrie lobotomie. Parce que je sentais tellement que le niveau de zombieisme avait atteint une autre fréquence avec la vaccination. J'étais comme, ça y est. Puis tu sais, là, il y a sûrement du monde qui nous écoute qui sont vaccinés, là, puis je généralise. Là. Il y en a qui sont vaccinés, mais ils ont allumé pareil, tu sais. Ils ont compris qu'ils se sont fait avoir à quelque part, là, tu sais. Non, puis tu sais, moi, je pense que les vaccins, ils ont du pouvoir. C'est surtout, ils vont entrer en résonance avec les faiblesses dans notre champ de fréquence, mais que si ton champ de fréquence est élevé, je pense pas que ces affaires... Je pense qu'on est vraiment plus fort que ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez dans notre... On est très polarisé, là, encore. Tu peux le transcender, ça, mettons que... Complètement. Le AI, fait qu'il y a de l'espoir. Oui, les nanoparts dans ton corps, il y a des gens qui ont des grandes résistances à ça par leur niveau de conscience. Puis ça, donc, inquiétez-vous pas. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont fait vacciner, là, inquiétez-vous pas. Non, vous n'êtes pas des condamnés. Non, vous n'êtes pas condamnés à mort. Là. Ça va bien aller. Non, vraiment pas. Ben, je connais rien là-dedans. Là. Tu voulais parler de géobiologie. Oui. En fait, c'est un peu la relation de l'environnement avec le vivant, l'influence que l'environnement peut avoir sur le vivant. Ben, c'est pas juste que tu t'y connais, tu l'as vécu. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que je savais pas c'était quoi, je suis allée voir sur Wikipédia puis c'est écrit pseudoscience. Donc, évidemment, je me suis dit, si Wikipédia dit que c'est une pseudoscience, là, il doit avoir c'est intéressant. Oui, c'est ça.
C'est fucking powerful. Ben oui, mais ça, c'est parti avec les génocides, tu sais, avec les anciennes traditions, parce qu'en fait, ça revient avec, tu sais, les humains en médecine chinoise, on a des méridiens, mais la Terre est pleine de méridiens. Puis avant, les anciennes cultures travaillaient en co-création constante avec ces méridiens-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a complètement occulté, qui a été avalé dans le subconscient. En passant, je voulais dire, tu sais, quand l'afrodémie a commencé, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est? Puis je me disais, ben, on a instrumentalisé le subconscient. Fait que tout ce qui a été trashé dans l'oubli, dans les traumas, s'est ramassé dans un gros réservoir. Puis là, on instrumentalise ça. Puis les gens sont tellement terrifiés, puis sont tellement désoutillés d'aller recueillir ces parties-là d'eux-mêmes qu'ils s'imaginent que c'est à l'extérieur d'eux-mêmes. Fait que la géobiologie, c'est la science c'est la relation avec les mondes invisibles de la nature puis les courants telluriques. La NASA, quand elle parle des sites comme Stonehenge ou Avebury ou ces sites mégalithiques-là, ils disent que c'est la pointe de la flèche du sorcier, la NASA. OK? Ah, ils sont comme des gourous New Age fuckés complotistes, la NASA, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Ils sont très au courant que la Terre est entourée d'un système méridional qui est fait de courants élémentaux. On est des êtres élémentaux. Les intelligences sensibles qui nous génèrent sont des genres de génies des mondes élémentaux. Puis, avant, les anciens peuples avaient une relation très co-créative avec ces forces-là, avec les forces élémentales du vivant. Le pouvoir du chant était au cœur de ça. Fait que moi, c'est ça que j'enseigne, entre autres. C'est comment, avec le pouvoir du rite chanté, qui était dans toutes les anciennes cultures, on peut recréer un dialogue avec les forces telluriques, puis co-créer avec les forces telluriques. Puis les forces telluriques, ça veut dire les forces vivantes de la Terre, les méridiens de la Terre. Sly, on s'en va-tu à Mazunte? Moi, sur Tracy, là. Sérieux, Marie, je sors plus chez nous parce que je suis comme plus capable de dealer avec le monde, tu sais. J'y pense sérieusement. De toute façon, tous mes amis sont rendus au Mexique. Non, mais sérieux, vous devriez juste venir un mois, tu sais, comme tirer un plug, là. Mais toi, ça prend-tu un visa pour être là? Comment ça fonctionne? Non, moi, je vais là, elle vient comme je te pousse, ah ouais. 6 mois quand t'arrives. Moi, il me donne un visa de 6 mois quand j'arrive aux douanes. Ouais. Puis, mais tu reviens puis tu repars après. Mais tu sais, la résidence, c'est facile aussi. Prendre sa résidence mexicaine, c'est vraiment facile. Là. C'est genre, pour 1000$, c'est une résidence de 4 ans. Là. Puis le coût de la vie ne doit pas être si élevé là-bas. C'est génial. Ça coûte presque rien. Puis c'est... ouais, non, moi, j'adore ça. Puis ce que je trouve cool avec le Mexique, c'est fucking nowhere, là. Tu sais, c'est une terre d'autodétermination. Tu sais, les gouvernements, ça a ses mauvais côtés parce qu'il y a beaucoup de cartels, mais les gouvernements, ils se calissent un peu du peuple. Fait que les gens, ici, ils s'organisent. Mais j'ai moins peur du cartel de la drogue, moi. Si tu prends pas de drogue, ils te laissent tranquille, tu sais. T'obliges pas à le sniffer de force, là. Non, il n'y a pas de cartel. Ben, à Mazunte, il y en a pratiquement pas. Ben, c'est parce que tu as dit qu'il y a des cartels, je sais pas, des cartels de quoi. C'est dans le Mexique, là. Ouais, ben, je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. C'est comme, le Mexique, c'est dangereux, mais je suis comme, dude, Montréal, c'est dangereux aussi. C'est où? Ben oui. Puis, au moins, là-bas, il fait chaud puis ils te menacent pas des coupures d'électricité en plein hiver à moins 30, là. Ah non, mais ça, c'est du délire. Je peux pas croire. Là, ils nous suggèrent de plus nous laver puis de ménager l'eau. Puis la nourriture pour te sentir coupable quand tu manges. Mais tu sais, ça, c'est comme la déviation totale du catholicisme, là. Tu sais, là, tu peux plus penser par toi-même, tu es un esclave. C'est la pensée sacrificielle. C'est tout le contraire de ce que... Plus capable. Ouais, non, mais... Je suis encore plus capable quand je t'entends. Parce que je me dis, au secours, qu'est-ce qu'on fait ici? Sauf que ce que vous faites, c'est vraiment important, genre. Puis moi, j'admire votre courage. Vous êtes vraiment hot, puis vous êtes vraiment protégé dans ce que vous faites. Puis tu crois? Ah ben non, mais c'est sûr. Mais tu sais, au début... Ouais. Ben, au début, quand t'es sortie, parce qu'il y a pas tant de femmes que ça qui sont sorties, et la plupart des femmes, exemple moi, Mel, Julie, peu importe, là, on n'a pas d'enfants. Donc, c'est comme plus facile de se mouiller quand... Mais tu sais, comme une mère, t'as l'instinct de protection, c'est beaucoup plus difficile. Là. Ça t'a pris vraiment beaucoup de courage, puis j'imagine que t'as eu peur. J'ai eu fucking peur. Les plus grandes peurs de ma vie, je l'ai vécu dans cette année-là.
Parce que moi aussi, j'ai quand même un petit don de clairvoyance, hein. Fait que, tu sais, pour moi, je vois des affaires. Fait que quand je voyais ce qui se passait de l'autre bord, je trouvais pas ça cool. Puis ça t'a aidé à faire des gestes concrets. J'ai décidé de me concentrer sur le pouvoir du chant. Tu sais, il y a comme à peu près 1% de la population qui comprend ces affaires-là. Fait que je suis moins un danger. Ben effectivement, puis on le voit parce que plus on produit du contenu dans l'élévation de la conscience, tu sais, sans être un mouton noir révolté, c'est sûr que ça va rejoindre moins de monde, mais à quelque part, il faut le bâtir, ce nouveau monde-là. Là. Si on reste tout le temps dans la révolte puis on dénonce, on s'en ira nulle part. Là. Non, c'est ça. Puis le switch que j'ai vécu, moi, c'était vraiment ça. C'était comme ma sorcière justicière qui voulait péter les plombs là, quand tout ça a commencé puis qui avait vraiment peur pour l'humanité. Puis à un moment donné, ça a fait, j'ai vécu plein de traumas, puis je me suis dit, OK, là, je vais pas mourir de cette vie-ci, je vais pas mourir de tout ça, c'est pas vrai. J'ai un autre chemin à faire, puis je me suis comme recalibrée dans toutes ces initiations-là dans ma vie que j'ai eues sur l'histoire occultée, le pouvoir du chant, puis d'aider les sorcières à revenir. Tu sais, moi, c'est vraiment ça d'aider les gens à rentrer dans leur médecine, à chanter leur chant, à travailler avec la conscience de la nature, à guérir leur trauma. Puis moi, je me sens vraiment à ma place là-dedans. Puis je me sens beaucoup moins exposée. J'aurais aimé ça avoir le cœur, la capacité de faire ce que vous faites puis continuer avec vous, les filles. Ça m'a tellement brisé, cette décision-là. Là. Ça a été vraiment... Non, t'as bien fait. À un moment donné, il faut se choisir. Puis on suit notre âme. Tu sais, toi, ton âme te disait de faire ça, puis c'est parfait. C'est ça que tu dois faire. Donc, t'as vraiment eu cette peur de mourir? Non, ben c'était plus des mémoires. Là. Ben, c'est comme si moi, j'ai une parce que, tu sais, ça réveillait des... Tu sais, comme Bernard est mort, peu importe, on ne sait pas la vraie raison, là, mais ça... Julie, elle a fait une bonne analyse de ça, là. Oui, son article était excellent, effectivement. Oui. Pour moi, ça a été comme le coup décisif de... J'avais déjà vraiment toutes mes mémoires de sorcière qui remontaient cette année-là, puis de persécution dans toutes ces vies-là où ce que je disais ma vérité, puis je me suis fait tuer, là. Fait que là... À ce moment-là, j'ai décidé que j'allais travailler dans le mycélium, genre, tu sais, ça, c'est les réseaux de champignons dans la forêt que tu vois pas. Oui. J'allais travailler dans le mycélium au lieu de travailler, genre, sur la place publique. Mais tu bâtis quand même ce nouveau monde. Nous, la radio, on se dit une radio du nouveau monde, mais c'est quoi pour toi ce nouveau monde-là? Est-ce que ça s'en vient? C'est-tu imminent? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Dans le sens... Ben pour toi, oui, personnellement, je suis curieuse de savoir en même temps qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mais au niveau de l'humanité. Ben moi, je pense, ce que je comprends, c'est qu'on est à la fin d'un grand cycle de 26 000, grosso modo, 26 500 ans, ou en tout cas, je n'ai pas le chiffre exact, là. Ça s'appelle la précession des équinoxes. C'est un moment où on change complètement d'air. On change d'air astrologique, on change de paradigme de conscience. Puis le changement qu'on vit est beaucoup plus grand que nous. Puis moi, ce que j'ai compris, en fait, j'ai lu plein d'affaires quand j'étais plus jeune, surtout Rudolf Steiner, qui est le fondateur des écoles Waldorf, qui a créé la biodynamie et tout ça. Puis j'ai été beaucoup aussi appelée par l'histoire de l'Atlantide, cette ancienne civilisation-là dans ma vie, fait que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis pour moi, c'était clair qu'on arrivait à un point tournant comme à cette époque-là. C'est-à-dire l'effondrement d'une civilisation complète, mais l'effondrement d'une façon d'expérimenter la vie en tant qu'être humain. Puis ce que j'ai compris à travers mes lectures, ce qui fait le plus de sens pour moi, c'est qu'on sort d'un cycle où on a expérimenté l'humain à travers la pensée. Puis que pour expérimenter l'humain à la pensée, l'humain s'est déconnecté du principe féminin. Puis là, c'est le temps d'aller explorer l'humain à travers un autre centre de perception que celui de la pensée. Puis c'est pour ça que le principe féminin prend de plus en plus de place parce qu'on revient dans notre intuition, on revient dans notre sensibilité profonde, puis le monde qui va naître au bout de cet effondrement-là va être un monde qui va vivre dans un paradigme de conscience qui va être beaucoup moins à travers la pensée, beaucoup plus avec l'être, puis beaucoup plus avec la polarité de l'âme
qui est juste en dessous du... Là, pour moi, le siège de l'âme, il est en dessous du nombril. Là. C'est comme... C'est beaucoup plus intuitif. Il va y avoir une réconciliation du principe masculin-féminin en équilibre, là, je présume. Le yin-yang va être formé et rééquilibré. Oui, oui, puis... Fait que pour moi, c'est comme ce qu'on est en train de vivre et là où on s'en va, c'est pas très définissable, c'est pas très clair. Dans le sens, concrètement, je pourrais pas le dire, mais ce que je peux dire, c'est que on est en train de shifter, puis la part féminine reprend sa place dans le champ électromagnétique de l'être humain, puis la part masculine va trouver son vrai ancrage à partir de là, parce que c'est là qu'elle va pouvoir vraiment s'ancrer, tu sais. Ah oui, ça, c'est quelque chose, j'ai un ami vraiment hot là, qui s'appelle Adrien Chartier, qu'il faut aller voir ce qu'il fait, ça s'appelle La Cité d'accord. Il fait énormément de recherches sur l'histoire, puis ça, puis lui, ce qu'il dit, c'est féminin sacré et masculin ancré. C'est parce que là, le masculin est très dans l'esprit, dans le mental, dans l'intelligence artificielle. Sans blague. Puis ça, c'est vraiment la déconnexion, tu sais. Mais là, le masculin ancré, moi, j'aime vraiment ça. Fait que je pense qu'on s'en va vers un effondrement complet et une renaissance d'un monde beaucoup plus harmonieux en relation avec la nature. C'est ça, ou bien on crève toutes. Puis, on crève tous. Mais les gens qui sont pas... Les gens pas allumés, il va se passer quoi? Je veux dire, ils vont-ils avoir un éveil soudain ou ils vont crever? Ou je veux dire... Mais on peut pas savoir. Je te demande ça comme si tu sais l'avenir. Quoique des fois, ça se peut avec toi. Restera avec nous, Ève-Marie, après notre entrevue ensemble. On va regarder les prédictions de Nostradamus pour 2023. Ça va nous donner. Je voulais vous en parler. De Nostradamus? Oui, parce que Nostradamus, c'est Notre-Dame. Puis moi, j'ai passé 6 ans dans le sud de la France l'été à étudier l'histoire archétypale occultée. Fait que tout le Da Vinci Code, là, tu sais, ça, c'est comme un fragment de la vraie histoire qui a été révélé. Mais à Rennes-le-Château, ils ont trouvé plein d'anciens manuscrits. Puis c'est là que j'ai trouvé toutes les informations sur Marie-Madeleine, les Cathares, les Templiers, tout cet héritage-là. Puis à côté de Rennes-le-Château, il y a la demeure de Nostradamus qui est dans une place qui s'appelle Alette-les-Bains, où il y avait une immense cathédrale qui est un temple celle pour la déesse de l'eau. Puis la maison de Nostradamus était là, puis il y en a beaucoup qui disent que Nostradamus, c'est un prête-nom pour les prophétesses, les sibylles, puis les oracles de l'époque qui étaient dans cette région-là, parce qu'il y avait un grand temple à la déesse mère, donc aux eaux de la terre, à capacité intuitive, puis c'est un endroit où on enseignait le druidisme. C'était très, très important. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que ça a été recyclé et mis dans un personnage qui s'appelle Nostradamus, qui est Notre-Dame. Puis, faire semblant que c'est un homme aussi, ça passerait mieux. Oui, c'est exactement. Ça. Fait que, mais je pourrais même t'envoyer, Amélie, des photos de sa maison, j'en ai. Tu as tellement voyagé. Comment tu faisais pour payer tous ces voyages-là? Ça, c'est un secret. Je ne peux pas te le dire parce que c'est un miracle. Non, mais j'organise des retraites. J'organise beaucoup de voyages. Ça payait mes voyages. En fait, retraite initiatique avec le pouvoir du chant, le pouvoir du rite chanté, la géobiologie, donc le travail avec les forces telluriques, puis l'histoire occultée. Puis je travaille souvent avec des historiens renommés qui ont écrit des livres incroyables. Puis qui ont fait des recherches hallucinantes. Fait que c'est ça qui paye. En général, c'est comme ça que je voyage puis que j'apprends. Fait que j'organise ces événements-là où les gens peuvent venir ouvrir leur voix, se rappeler de qui ils sont, connecter avec les égrégores des anciens peuples qui ont été génocidés, récupérer des morceaux d'eux, puis en même temps réapprendre la magie. C'est fascinante, Ève-Marie. Tellement fascinante que tu as été dans une liste aussi de complotistes là, qui était publiée dans le journal Métro. Il y a une des études que tu étais là-dedans. Dans la catégorie. Dangereuse. Vous auriez pu me le dire avant de l'inviter. C'est vraiment dangereux. Il y avait moi, Mel, Guy, je pense, toi là-dedans, là, dans le New Age. Oui, exact. Les complotistes New Age. Oui. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Ève-Marie. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui.
Mais incroyable, hein, qu'ils nous mettent, nous, là, tu sais, qui fera pas mal. On ferait pas mal à une mouche, puis on est dans une liste d'extrême droite débile, de gourou New Age. Comme si le New Age, c'est dangereux. C'est bien dangereux, le New Age. Ah, mon Dieu. Mais c'est surtout que moi, j'haïs le New Age, là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, d'autant plus, le dude qui a fait, tu sais, il était vraiment dans le champ. J'ai rencontré son collègue il y a 3 semaines. On a bien ri. On a bu. Ah, ça, c'est de quoi, son collègue? C'est vengeance. Au dude, là, comment il s'appelle? Martin Geoffroy, le gars qui a fait Geoffroy, nous, on l'appelle Fardoche. Fardoche! Ben, c'est Fardoche. Non, mais j'ai rencontré un de ses collègues. Écouter, on le salue, Fardoche. Allô, chérie. En tout cas, ton collègue, il a bien ri de toi quand il a su que tu m'avais mis dans la liste. Quel collègue? Il y a vraiment quelqu'un qui travaille avec lui puis tu l'as rencontré à Macounte? À Macounte. Oui, on a bu du mescal. Un gars qui étudie l'histoire politique et tout ça, puis qui l'enseigne à Edouard Montpetit. Puis on a bien ri de toi, Tibrin, parce que lui, il en revenait pas que j'étais comme une des représentantes de la montée de la violence au Québec. Tu sais, je suis comme dude, je travaille avec le son, je mange bio, je fais du yoga, je monte la montagne, puis je suis une dangereuse. Je vis dans des grottes. Ma mère est morte d'une injection expérimentale. Puis, ben là, c'est pour ça que t'es dangereuse, par contre. Tout ça est très louche, alors il faut s'en méfier. Moi, j'ai besoin d'un peu de musique parce que j'adore la musique. Je trouve que c'est une façon de se guérir, une façon aussi de conscientiser. Alors, j'aimerais écouter et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu avant. Quelle est cette inspiration pour la chanson Timeless Bones? C'est magnifique, ça. Oui, Timeless Bones, ça veut dire ces os intemporels. Fait que c'est une ode à la terre. Excusez, je vais brailler, là. Mais c'est une ode à la terre, c'est une ode aux cultures celtes et païennes aussi, qui cultivaient cette relation sacrée avec le vivant et qui sont en nous. C'est une chanson sur le monde des fées, sur le monde des géants, sur le monde qui a été avalé par le génocide des païens. Sur ce monde qui vit en nous. Puis c'est une chanson sur plus on se guérit, puis on a l'humilité d'aller à la rencontre de ce qui est profondément blessé en nous, plus on a la capacité aussi de libérer puis de réavoir accès à ce qui est prisonnier de nos peurs, de nos blessures profondes. Puis c'est une chanson sur l'héritage des Celtes. Puis aussi beaucoup des cercles de pierre. Fait que j'ai coécrit un livre avec ma mentor là-dessus qui s'appelle The Ringing Rocks of Atlantis. C'est sur la technologie des cercles de pierre qui sont des amplificateurs. Nos ancêtres travaillaient avec la grille planétaire que j'ai nommée tantôt, avec le pouvoir du chant. Fait que les mégalithes, toutes les pierres qui sont dans les temples en Grèce, on a fait un voyage en Grèce pour aller repérer toutes ces pierres-là. C'est des pierres qui sont utilisées dans toutes les traditions du monde pour amplifier le pouvoir du son, puis sont placées sur les méridiens de la Terre, fait qu'ils redistribuent les champs de fréquences sonores aux méridiens de la Terre. C'est une vieille technologie avec laquelle toutes les anciennes cultures indigènes, les religions mystiques travaillaient avec les Ringing Rocks parce que les champs de fréquences générés par le pouvoir du chant des humains vont s'imbriquer dans la grille planétaire. Fait que c'est une chanson aussi là-dessus. C'est drôle, ils n'enseignent pas ça à l'école, ce que tu dis. Non, je sais pas pourquoi, mais ils t'enseignent par exemple que le transgenrisme, c'est vraiment bon pour toi. Oui, vraiment, c'est important. Tu devrais vraiment te poser des questions parce que si tu traverses une crise existentielle, au moins tu peux t'asseoir sur le fait que tu es un homme et une femme, mais là, tu pourras plus, fait que tu vas être complètement manipulable. Moi, je préfère ta chanson. Alors, on va écouter Timeless Bones avec Ève-Marie Roy, avec une aussi belle présentation. Je ne me demande plus pourquoi ça me rejoint autant. La voici à Radio Unicité. C'était merveilleux, magnifique. Oui, mais Ève-Marie, quelle voix et quelle énergie qui s'y dégage. Ça nous rentre... droit au cœur, droit à l'âme, exact. Ouais, exactement. Voilà. D'ailleurs, tu viens de sortir un nouvel album, si je ne m'abuse. Si on va sur ton site evmarieroy.com, on peut avoir le lien pour écouter ta musique et l'acheter aussi, si je me trompe pas. On peut acheter 4 albums. Oui, c'est ça. C'est des EP.
Fait que c'est des mini-albums. Puis là, je lance ma campagne de sociofinancement pour... je vais vraiment faire cette année, là, je suis comme, OK, dude, là, c'est assez. Là, fais-toi un album qui a de l'allure. Fait que je lance ma campagne de sociofinancement. Je ris parce que je pense la même affaire que toi. C'est pour ça. Oh my God. Fais-toi un album qui a de l'allure. Là. Non, vraiment. Fait que là, tout est prêt. Je lance ça dans les prochaines semaines. Campagne de sociofinancement pour mon album qui va être sur le processus d'alchimie, qui va comprendre autant la chamane que Ève qui travaille avec la guérison des blessures profondes, Marie. Fait que je fais vraiment sur 4 archétypes. Puis le monde des éthers, le monde du son. Fait que cet album-là que je viens de lancer, il a été enregistré live à Mazunte l'année dernière avec les artistes avec lesquels je travaillais. C'est 3 chansons. Ça s'appelle Waters of the Soul, puis ça parle vraiment de ça, du processus de, oui, on est shaké présentement jusque dans notre corps, puis c'est pas pour rien parce qu'il faut qu'on se réconcilie avec ce corps-là, tu sais. Faut que ça arrête d'être dangereux, tu sais. Fait que c'est un album là-dessus, mais il y a 2 chansons, puis il y a une trame instrumentale de sonothérapie avec mes super musiciens européens avec lesquels j'ai travaillé. Hey, enregistrer ça live, là, straight pipe de même. Là. Oui. Fait que à la fin de la tourne, je fausse un peu, là, mais c'est correct. Ouais, tu fausses vous allez me pardonner. Mais non, mais il faut le faire quand même. Et puis, c'est quoi le nom de la plateforme où tu as mis tes tunes? En fait, ils sont sur... tu peux télécharger mes tunes sur Bandcamp. Oui, c'est ça, Bandcamp. Oui, mais on peut l'acheter. Oui, vous pouvez l'acheter. Fait qu'il y a Bandcamp, iTunes, mais il y a Marie-Ève Roy des Navires Confis, je pense, qui sort toujours avant moi. Fait que Bandcamp, c'est mieux. Il y a aussi sur Spotify, mais j'ai comme 40 auditeurs, là, j'ai vraiment pas mis d'énergie là. Non, mais dans le sens, iTunes, on peut l'acheter. Elle est sur Apple, là, mettons, Apple, $1 et quelque chose. Parce que j'aime ça encourager les gens à dire, allez acheter la musique. Ouais. C'est pas comme si on fait des millions, là, avec notre musique, là. Surtout quand ça nous fait autant de bien, ça vaut la peine parce que on fait un geste pour encourager l'artiste, oui, mais on se fait du bien aussi. C'est ça. Et se faire bercer par cette voix-là qui résonne en nous, c'est un cadeau qu'on se fait. Alors, moi, Marie Roy, on peut tout trouver, là? J'imagine. Mon site web, presque. Moi, je te dirais, le mieux, c'est vraiment d'aller sur ma page Facebook avec Marie Roy. OK. Puis j'ai mon Linktree, là. Fait que vous pouvez cliquer sur Linktree, puis là, vous avez tous les liens. Puis mon site web, il est correct. Je suis en train de le refaire présentement, mais il y a quand même tout le basic. J'ai mes retraites là-dessus, j'ai mes liens pour ma musique, j'ai les soins que je donne. J'explique toute ma démarche, puis je vais partir une école en ligne cette année sur l'histoire occultée. Fait que les gens vont pouvoir télécharger des capsules sur les bouts qui nous manquent dans... Génial. Parce que l'histoire, ça nous rend justice aussi. La vraie histoire nous rend vraiment justice. Tout va être complet. Excellent. Donc... c'est génial. On va se laisser, si tu le veux bien, Ève-Marie, avec cette chanson-là dont tu parlais, Waters of the Soul. Ouais. Et on va inviter les gens à consulter tes réseaux sociaux et à aller écouter ta belle musique. Participer aussi à la campagne de socio-financement pour que tu puisses continuer de nous faire du bien et de nous inspirer. Ça a été un plaisir de te découvrir, Ève-Marie. J'ai bien aimé notre rencontre. Moi aussi, merci. Un gros merci. Je remercie à Mel aussi qui a eu l'idée. Elle était comme, ça a résonné parce qu'elle m'a dit ça. J'ai dit, ben oui, j'ai vu ça passer, qu'elle avait un album. J'ai même pensé, il faudrait que je l'invite. Donc, ça a juste renforcé. Donc, merci à Mel. Et puis, on la salue, Mel. Yo, Mel, on t'aime. Yo, Mel, on t'aime. Tabarnak. On t'aime, tabarnak. C'est une belle parole. Ouais, c'est ça. C'est une belle parole élevante. Profite du beau soleil du Mexique, maudite chanceuse, puis continue ta belle mission de vie d'élever les consciences et de nous faire du bien. Pareillement, merci tellement pour le travail que vous faites, là. C'est fucking essentiel. Vraiment, de tout mon cœur, je suis avec vous à 100%. Merci d'avoir le courage de faire ce travail-là. C'est vraiment un travail qui demande énormément de courage. Fait que vous avez toute mon admiration. Puis si vous voulez venir au Mexique, écrivez-moi. Moi, j'ai une belle maison ici. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. Pour vrai? Génial. Sans joke. Puis c'est à côté de la plage. C'est malade. OK. Je vais peut-être prendre... Oui. Bon, tu veux congé, c'est ça? Je vais peut-être te prendre congé. C'est ce qu'elle t'allait dire, hein? J'ai envie de disparaître de la civilisation puis écrire. Tu sais, mais on dirait que dans mon environnement, je trouve ça difficile d'écrire.
Mais écoute, ici c'est malade où j'habite, là. C'est la grande paix, là. Il y a des arbres incroyables. C'est vraiment un haut lieu de guérison, là. T'es au paradis. T'es bien. Ouais. C'est idéal pour se ressourcer. Tu le mérites. Donc, on s'absente, nous, pour écouter Waters of the Soul. Et on revient tout de suite après pour la fin de l'émission. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais juste dire que s'il y a des gens qui sont intéressés, que j'organise des retraites une retraite qui s'appelle Rite de passage. Je la donne 4 fois. J'en donne une du 15 au 22 décembre. Puis j'en donne en février, en mars et en avril. Puis c'est des retraites sur le pouvoir du chant. Fait ouvrir sa voix, travailler avec le son, la danse et la géobiologie. Puis c'est dans un centre de retraite dans la jungle avec des sources d'eau pure hallucinants. Puis ceux qui ont des questions que ça pourrait intéresser, vous pouvez aller sur mon evmarieroy.com. Cliquez sur Rite de passage. Tout est là. Puis il reste de la place. Je pense qu'il reste 2-3 places pour celle-ci. Comme des forfaits tout inclus, là? Oui. L'hébergement, la bouffe, tout? Oui, je pense que ça revient à 1400, 7 jours logés, nourris avec des ateliers à tous les jours, puis une plongée dans la nature, puis dans l'éclosion de ton potentiel d'expression. C'est très bon, ça. Ça a bien du bon sens. Oui. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Eve-Marie. Merci. Gros bisous. Wow, quelle voix impressionnante. Non, mais ça montait quand même assez haut, là. Quelle voix, quelle femme. Wow. Waters of the Soul qu'on vient d'entendre avec Eve-Marie Roy. C'était notre invité aujourd'hui à Du Coq à l'âme. C'était fort passionnant, très intéressant. Vraiment fascinante. Puis je vous encourage à l'encourager justement avec sa musique notamment, peu importe ses retraites, si ça vous parle. Mais sentais-tu l'énergie du Mexique nous envahir? Oui, je chantais l'énergie qui m'appelait. Allez, vas-y. Mais ouais, tellement, je l'aime beaucoup, Eve-Marie, elle est tellement belle, elle est tellement, elle est tellement, c'est tout. Elle est tellement 3 petits mots. Elle est tellement. Eh bien, on a pu voyager quand même au son de sa musique et de sa belle voix. Très singulière, hein? Une voix spéciale. Ouais. Ça m'amène à te parler de Nostradamus parce que c'est assez frappant l'article que j'ai trouvé. Et en fait, j'aimerais vous partager 8 prédictions de Nostradamus pour 2023. Et autant vous dire tout de suite que si vous pensez que 2022 c'était catastrophique, eh bien... Ben là, attends-toi à la fin du monde de malheur. Et là. Mais écoute, on l'attend l'effondrement là, fait que qui arrive, Astic. Moi j'ai bien hâte que tout s'effondre. Déjà, la première prédiction va te secouer. Vas-y donc. Guerre civile aux États-Unis. On le sent pas déjà arriver, ça? Ben, pas mal, oui. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça, je veux dire, là, qu'est-ce qui indique que ça serait comme à notre époque? Ben, en fait, là, il faut décortiquer beaucoup les écrits de Nostradamus. Ouais. C'est comme si c'était vraiment des paraboles, là. C'est très compliqué. Ouais, mais on n'a qu'à voir le portrait, là. Hein, les États-Unis semblent plus désunis, en fait, que jamais. C'est à veille de péter, là, effectivement. Il est à veille d'avoir une guerre civile, là, ça m'étonnerait pas, pour vrai. Ben voilà, et je pense que c'est Donald Trump qui en parlait de ça là, récemment. Une guerre civile pourrait bien voir le jour en 2023. En tout cas, c'est ce que Nostradamus, semble-t-il, aurait prédit. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations parce que c'est très compliqué de défricher ce langage-là, mais il faut s'attendre à ça en 2023, selon ce bon vieux Nostradamus. Ensuite, en deuxième... mais là, c'est un quatrain, c'est quoi? C'est 4 phrases? C'est 8 prédictions, là. 8 prédictions pour 2023. C'est juste le nom des prédictions, mais tu n'as pas le quatrain spécifique de Nostradamus que les gens ont décortiqué. OK. Ben, non, je vais juste vous faire peur, c'est tout. OK. Mais moi, je serais curieuse de lire le vrai quatrain, que ça s'appelle, il me semble. En tout cas, 4 lignes. Là. Mais continue, vas-y. Faites vos recherches, dirait l'autre. C'est ça, faites vos recherches. Donc, on poursuit avec des famines et des épidémies. Tiens, on n'a pas fini. Nostradamus a eu la vision de nombreuses catastrophes naturelles. Il y en a déjà qu'on a vécues.
Donc, nouvelles apparitions d'épidémies et grande famine un peu partout dans le monde. Et ça, c'est sans compter l'impact de la guerre en Ukraine qui fait des ravages. Alors, pour Nostradamus, là, tout ça, ce n'est que le début des catastrophes à venir. Plusieurs pays seront déclarés en état de famine au courant de 2023. Ensuite, une bombe nucléaire dévastatrice explosera. Ah, Poutine, il va se fâcher. Selon les prédictions de Nostradamus pour l'année 2023, une bombe nucléaire explosera et produira d'ailleurs des changements climatiques et une forte dépopulation dans de nombreux pays, surtout européens. À suivre. Ouais, mais attends, moi, je sais pas, là, j'ai des petits bémols là-dessus, les interprétations de Nostradamus, mais c'est quand même, j'avoue que tout ça, c'est effectivement très possible. Ben, c'est très plausible. Là. On a juste à constater, puis il ne faut pas être Nostradamus pour le voir. Là, mais c'est comme Nostradamus. Notre-Dame. Il vient d'une autre époque. Là, c'était quand même assez frappant qu'il prédise ça pour 2023. Est-ce que c'est l'homme qui a interprété et réinterprété? Oui, c'est ça, parce que là, c'est l'homme qui interprète. C'est quelle année, c'est quelle époque. Il y a beaucoup d'interprétations. C'est pour ça que je dis que j'ai des bémols, là, parce que je n'ai vu beaucoup des écrits de Nostradamus. Puis oui, c'est une interprétation, effectivement. Je poursuis avec la 4e prédiction, la démission du pape François. Nostradamus a prédit que le pape François démissionnerait en 2023 et qu'un individu dangereux le remplacerait. Ben, comme si lui était bien sweet, il était parfait, là, le monsieur. Là. Et ce qui annoncera une guerre de religion. Ah, ben écoute, je suis vraiment étonnée. Et là, je ne sais pas pourquoi je vous parle de 8 prédictions de Nostradamus quand la 5e, ça pourrait s'arrêter là. C'est la fin du monde? Oui, exactement. On prédit une fin du monde brûlante. Alors, Nostradamus prédit un feu céleste sur le bâtiment royal. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça doit être le palais royal, mais ou le bâtiment royal, ça peut être symbolique, ça pourrait, je sais pas. Moi, en tout cas, il y a quelque chose à comprendre de ça. Un feu céleste sur le bâtiment royal, ça indique que le monde va changer radicalement, en fait, et pourrait potentiellement mettre fin à des choses douloureuses. Ça peut être la Maison Blanche. Le bâtiment royal? Je sais pas. Les paris sont ouverts. Une métaphore pour indiquer une place où il y a beaucoup de pouvoir, là, parce que dans ce temps-là, c'était des rois, mais bon, ils ne pouvaient pas se douter qu'un jour, on aurait une fausse démocratie avec des présidents, des premiers ministres, tout ça. Mais intéressant, mais le feu sur le bâtiment royal, peut-être qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. C'est pas drôle. Peut-être ça, mais tu sais, il y avait la Notre-Dame de Paris qui a pris en feu là, il y a quelques années. Je pense pas que ça, c'est le bâtiment royal. Là, non, mais c'est un exemple. Il y a peut-être un incendie qui va se déclarer, soit à la Maison-Blanche ou ailleurs, là, je sais pas, mais un feu, bon, ça peut être l'homme là qui met carrément le feu à ce fameux bâtiment royal. Mais c'est à suivre. Retenez ça, on s'en reparlera à la fin de 2023. À la fin des temps, là, quand on va tout crever, après, on s'en reparlera, dans l'au-delà. C'est ça. 6e prédiction, la crise migratoire va s'intensifier. Les guerres et les ravages du réchauffement climatique vont s'intensifier selon Nostradamus. Alors, ce sont des attaques terroristes qui vont faire augmenter le nombre de migrants. Ben là, je comprends qu'il y a déjà beaucoup de monde qui vont vouloir quitter les pays du G7, là, tous les pays qui sont dans le Forum économique mondial, là, puis tout ce délire-là du nouveau... Voyons, j'ai bien de la misère, je déparle du New World Order. Ben oui, j'arrive, ma 7e prédiction. Ben pas ma 7e prédiction, on parle des prédictions de Nostradamus, mais c'est un nouvel ordre mondial. Selon ses prédictions, ça va vraiment voir le jour. Là. On va rejoindre Eve-Marie au Mexique, là, ça va être plus simple. C'est un nouvel ordre mondial, je pense que ça va être mondial. Il devrait impliquer un homme et une femme unissant leurs forces.
Alors encore là, à nous de déduire là, tous ces paraboles. Peut-être la folle, là, la présidente de l'Union européenne, ça. Ah mon Dieu, ça augure bien. La mauvaise nouvelle, c'est que la coalition ne durera pas longtemps. La coalition Avenir Québec, elle ne durera pas longtemps. Voilà, on peut bien comprendre ce qu'on veut. Hein, mais bon, c'est alors... ça, Nostradamus, il a prévu la tombée de François Legault. Là, moi, je pense qu'il parle de l'implication de l'homme et la femme là, qui unissent leurs forces. Bon, ben ça ne durera pas très longtemps. Alors peut-être, tant mieux. Je ne sais pas pourquoi ils disent la mauvaise nouvelle. Mais pour ça moi, va dans l'optique quand on lit un peu l'Apocalypse avec les bonnes clés. Oui, c'est ça. Alors, c'est beaucoup de décodage. Et la dernière, et non la moindre, prédiction de Nostradamus pour 2023, une grande percée spatiale. Bon, ben là, tu vois, c'est Elon Musk. Il prédit Elon Musk parce que Elon Musk, son but ultime, c'est de bâtir une civilisation sur Mars. Puis on s'entend-tu que quand Elon Musk a quelque chose en tête, il le fait. Mais mon Dieu, écoute ça. Il a écrit, là je te parle d'un Nostradamus toujours, qu'une lumière tomberait sur Mars. L'être humain pourra-t-il finir par visiter la planète rouge en 2023? En tout cas, Jeff Bezos et surtout Elon Musk, voilà. Tu vois, t'es précurseur, tu m'as pas laissé finir ma phrase, mais c'était là. Surtout Elon Musk se donne du mal pour que ce soit une réalité. Ben c'est ça, la lumière sur Mars, c'est Elon Musk. Mais cela dit, j'aimerais ça s'il y a des auditeurs qui nous écoutent puis qui ont les bons quatrains de... C'est même, j'arrête pas de dire des quatrains, là. Je veux voir si c'est le bon. Qui ont les quatrains de Nostradamus, là, pour qu'on puisse les lire, voir, ça serait vraiment intéressant. Oui, parce que là, c'est vraiment un survol. Là. C'était très léger. Là, 8 prédictions pour 2023. Oui, mais tu sais, c'est quand même l'interprétation de quelqu'un, mais de voir ce qui est vraiment écrit dans ses écrits à lui, comment qu'il l'a annoncé. C'est parce qu'il faut vraiment le décortiquer. Tu sais, il ne dit pas de même noir sur blanc. Il dit en images et tout ça. Donc, moi, je serais bien curieuse s'il y en a qui le savent, là, qui ont les bons... quatrains. Je pense que c'est quatrains. Donc, je suis bien curieuse. Amélie, qui avait un penchant féminin à Nostradamus, en fait, c'est une célèbre voyante aveugle. Je m'excuse. Une voyante aveugle. Écoute, on rit à cause de l'ironie de la patente, là, mais je peux imaginer que des femmes aveugles développent des dons comme ça, tu sais. C'est logique. Il développe une autre vision. Allô, Sly? Oui, j'espère bien. Qu'est-ce que tu faisais, là? J'espère bien. Non, j'étais concentré sur les prédictions de Baba Vanga. Baba Vanga est surnommée la Nostradamus des Balkans. Elle est décédée en 1996, mais elle a laissé derrière elle de nombreuses prédictions pour les années à venir, dont un chaos climatique et un changement d'orbite terrestre pour 2023. Alors, c'est particulier. Je ne sais pas si tu la connaissais. Baba Vanga, c'est pas la première fois que je vois son nom passer. Non, je ne connaissais pas. Non, alors oui, c'est le fun à voir. Au niveau des prédictions, il y en a certaines qui sont similaires à celles de Nostradamus. Les prédictions, là, vite, pour 2023, ce sont, un changement d'orbite de la Terre, comme je vous ai mentionné, un tsunami solaire. Un tsunami solaire? Oui, en fait, c'est une espèce de tempête là qui va endommager la technologie, qui va entraîner des pannes de courant massives. Ouais, okay. Alors, on est en train déjà de l'expérimenter. Ben oui. Ça fait longtemps que les complotistes parlent de ça, des pannes de courant, des pannes d'Internet. Ouais. Donc, ça fait du sens. Souvent, les complotistes, ils ont comme 2-3 ans d'avance. Ou d'autres qui ont 10-20 ans d'avance. Puis, continue donc. Elle aurait également prophétisé que l'un des principaux pays du monde pourrait mener des recherches sur les armes biologiques. Elle aurait affirmé que des centaines de milliers de personnes pourraient mourir à la suite de ces expériences pourtant interdites par les Nations Unies. Donc, on parle d'armes biologiques. C'est assez... C'est sûr qu'ils cherchent désespérément à créer un virus hyper contagieux et hyper mortel parce que ça se peut pas. Un virus qui est très contagieux ne sera pas très mortel.
dans leur théorie, là, moi, je crois pas à ça, là, mais scientifiquement, un virus qui est pas mortel, il va être plus contagieux et vice-versa, mais créer un qui serait les deux, là, ça doit être leur plus grand fantasme. Là. Créer une espèce de bébite en laboratoire qui se répandrait comme une traînée de poudre puis qui serait mortel. Ah, là, ils seraient heureux. Tout ça, là, ça va entraîner, bien sûr, une baisse drastique de la natalité. Donc, plus de bébés sur Terre. On le voit déjà, là. Ben oui, tout le monde a des problèmes, perdre leur enfant, fausse couche, tout ça, on se demande pourquoi, mais bon. Ben ouais. Alors, en 2023, le taux de natalité sera en chute drastique. Et on termine les 5 prédictions de Baba Vanga par une explosion d'une centrale nucléaire. OK. Rien de moins. OK, bon. Mais apparemment, nous y avons échappé en 2022, mais la prédiction semble toujours aussi probable avec l'occupation russe de la centrale nucléaire en Ukraine. Là, j'ai oublié son nom, la centrale nucléaire en Ukraine. Aucune idée. Je peux pas t'aider là-dessus. Alors, voilà. Ben, peu importe, elle va exploser. Bon, on va voir si Baba Machin a raison, si ça va se passer en 2023. J'espère que non. C'est Émilie Machin. Émilie Machin. Baba Machin puis Émilie Machin. Non, pour Baba, c'est Baba Vanga. Baba Vanga, voilà. Oui, à ne pas confondre avec Émilie Machin. Ça, c'est la pseudo-chanteuse. Ça, c'est la pseudo-chanteuse, Émilie Machin. Mais là, on s'amuse avec la fin du monde. Il n'y a mais c'est rien pas drôle. de positif qui s'en vient, si je comprends bien. Ça presse de créer un nouveau monde, là. Ça presse. Absolument. Venez tous à Wonderful Land. Je ne sais pas c'est où, mais... on est dans la 4D, nous autres. On n'est pas dans 3D. C'est une urgence, je crois, de faire croire ce nouveau monde-là et d'y croire aussi. Oui, Seigneur. Croire qu'il y a un monde meilleur qui existe parce que, bon, là, Nostradamus l'a dit, Baba Vanga l'a dit, on va tous exploser. L'Apocalypse l'a dit. Non, l'Apocalypse, en fait, c'est les révélations, la levée du voile. Alors, moi, c'est plus ça qui m'allume dans le sens la vérité sera mise au grand jour et les collabos de cette déviance, cette fraudémie, comme disait Ève-Marie, ben, ils vont périr dans la honte éternelle et ils vont payer pour. J'y crois. Aïe, aïe, aïe. Alors, je pense qu'on va se nourrir un petit peu d'espoir en vous mentionnant, avant de terminer, de ne pas manquer 2 filles du Saguenay demain, mercredi à 10h30. Sylvie et Dominique reçoivent Evelyne Joffre. Qui est Evelyne Joffre? Eh bien, vous allez la découvrir demain à l'émission. Elle est très, très inspirante. Et je pense que on va apprendre à connaître son parcours, comment elle s'est sortie de ses personnages. Je pense que ça, c'est la thématique de demain, se sortir du personnage. Tu sais, on joue toujours des rôles. Sortir de l'ego, finalement? Ben, ça peut être l'ego, ça peut être... tu sais, moi, là, je vais vous parler à un moment donné à l'émission d'un livre qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et ça, c'est un chef-d'œuvre. Alors, se sortir du personnage, je crois que c'est d'être de plus en plus vrai. Il y a tellement de monde qui sont pris là-dedans, là, de vouloir être gentil, mais finalement, en bout de ligne, ils sont fake. Parce qu'ils veulent être gentils. Ah, ça m'énerve. Oui, mais c'est toujours des gens qui ne veulent pas déplaire, qui veulent se sentir, qui font partie du groupe. Puis justement, cette femme de cœur-là, Evelyne Joffre, elle accompagne des groupes ou des personnes en processus d'éveil, justement. Elle va nous partager son expérience personnelle qui nous amène à être de plus en plus vrais. Alors, c'est une émission à ne pas manquer. En plus, Chantal Anne Dumas sera là, comme à chaque semaine, naturopathe, dans sa chronique santé. Je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais c'est à ne pas manquer demain à 10h30 à Radio Unicité. Les 2 filles du Saguenay, Sylvie et Dominique, sans compter leur fou rire à chaque fois. Il y a toujours un fou rire à chaque émission. Alors, c'est une vraie thérapie de les écouter. Fantastique! On se laisse-tu avec une de mes tunes qui n'a aucun rapport, mais c'est juste une tune que j'aime, puis je trouve que
c'est un peu dans la même vibe que la voix de Ève-Marie ou l'autre chanteuse que tu présentais au début. Sarah Brightman. Ouais, c'est ça. C'était à la même époque aussi. Puis voilà, c'est comme un peu pour flyer. C'est une chanson qui mène vers, mais ça a été un gros succès, je pense, en 92. Alors, c'est Amy Grant avec la chanson I Will Remember You. On vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne. Bon appétit, bonne soirée et à demain, Amélie. À demain, tout le monde.